En 48 heures, on peut faire tellement de choses. Que ça soit passer un week-end à 10 km, pas plus, de chez soi, binge-watcher une saison entière d'une nouvelle série, ou encore passer 7 heures à jouer à un jeu de société ou un jeu vidéo, eh bien j'ai décidé de passer 48 heures à lire. Shut up! Et là, je sais très bien quelle question vous vous posez, mais pourquoi je m'inflige ça? Clairement, moi aussi je me pose la même question, mais j'ai envie de relire l'une des sagas les plus chères de mon cœur, qui est Journal d'une princesse de Mekabo. Et là, laissez-moi vous raconter une petite histoire, parce que cette saga, je l'ai saignée durant toute ma préadolescence, puisque en CM2, j'étais tellement passionnée par ce livre, vraiment, que j'ai convaincu toutes mes petites camarades de classe de lire Journal d'une princesse avec moi. Ça veut dire qu'en gros les récréations se transformaient en marathon lecture où on s'échangeait les tomes au fur et à mesure que chacune avançait dans sa lecture. Donc vraiment rien que pour ça, j'aurais dû être payée par les éditions Hachette, parce que je pense que j'ai initié beaucoup de personnes à ce livre quand j'avais 10 ans quoi. Sinon il y a presque un an jour pour jour, j'avais regardé la vidéo de Drinking by Myself qui avait relu la série en 24 heures. C'était un vlog que j'avais adoré, qui avait vraiment illuminé mon confinement, à tel point que j'ai failli demander à mes parents de m'envoyer la saga entière par la poste pour la lire. Puis je me suis rappelé que j'avais une vie et qu'il fallait être raisonnable. Mais bon, que voulez-vous, maintenant que 2021 est un chaos total et que ma vie est un chaos total, j'ai besoin de cette série, de relire cette série. Écoutez, j'ai un peu triché parce que c'est un vlog improvisé, j'avais pas prévu de le faire, et finalement, comme je sais que vous aimez les vlogs lecture, je le sais, je le vois sur ma chaîne que c'est un truc que vous adorez, et pour être honnête, ces derniers temps j'avais pas trop la motivation ni le goût de faire des vlogs qui sont quand même des formats un peu plus personnels, mais bon, je me suis dit, allez, je me motive. C'est des formats que j'aime voir, que vous aimez voir et que j'aime aussi filmer quand je suis dans un bon mood. Et là, je le sens bien. Donc voilà pourquoi je voulais me lancer dans ce challenge. Je me suis fixé 48 heures parce qu'il y a quand même 10 tomes de 300 pages environ chacun. Et même si je peux avoir une lecture assez rapide, voilà, 24 heures ça me paraissait un peu limite, mais comme je vous disais, j'ai un peu triché puisque j'ai commencé à lire le tome 1 hier soir. Clairement je ne pouvais pas attendre, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Ok, avant de commencer le challenge, oh by the way, vous avez vu comment j'essaye de faire des transitions cool, j'espère que ça va bien rendre au montage. Je voulais vous parler du tome 1 parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai déjà bien avancé, j'ai lu les 3/4 entre hier et ce matin. Et je pense qu'on a tous et toutes cette même appréhension quand on relit l'une de nos sagas de notre enfance, c'est d'être déçu. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens vraiment que la grand-mère de Mia dans le livre est vraiment à l'opposé de Julie Andrews dans Princesse malgré elle. Et bon, ça j'ai pas été surprise, mais j'avais oublié à quel point Mia était drôle. Clairement elle a un humour hyper sarcastique, un peu noir, et j'avais oublié à quel point elle était hilarante. Et vraiment j'ai éclaté de rire déjà plusieurs fois pendant ma lecture parce que Mia elle sort des trucs, il faut que je vous lise des extraits, c'est pas possible. Déjà, vous savez, je me suis souvent posé la question pourquoi j'aimais autant Mia et pourquoi je m'identifiais à elle quand j'étais enfant et même encore aujourd'hui. Eh bien je crois que j'ai compris parce que dès la page 10, donc vraiment dès les premières pages, Mia elle dit ça. Lily dit que j'ai trop d'imagination et un besoin pathologique de dramatiser dans la vie. Et mes amis, si vous me connaissez, je suis exactement cette définition. Cette phrase me représente à 3000%. Clairement, voilà, j'ai compris d'où venait ma personnalité et pourquoi j'aimais autant Journal d'une princesse. C'est à cause de cette phrase. Voilà, le vlog est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, bye bye. Ok, j'arrête. Voici donc ce qu'on peut trouver dans la tête de Mia. Comment se fait-il que des êtres sympathiques comme la princesse Diana meurent dans des accidents de voiture et pas des vipères comme Lana? Clairement Mia elle a pas le temps, c'est hardcore. Et une autre aussi qui est pas mal. Je priais pour que grand-mère soit morte, mais
Je savais que cela devait être beaucoup plus grave. Et j'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose à Fat Louis. On voit donc très bien l'amour que Mia porte à sa grand-mère. Et c'est hyper drôle d'avoir comme ça une relation grand-mère-petite fille aussi déstructurée et un peu un rapport de haine, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en jeunesse. Et je trouve que pour les années 2000 c'est quand même assez novateur d'avoir un peu cette grand-mère anti-héros. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi énormément de références. Même moi à l'époque je pense que je les captais pas tous, que ça soit par rapport à Buffy contre les vampires, la princesse Diana peut-être un petit peu, etc. Mais je comprends pourquoi ils ont fait une réédition en 2016 en ayant actualisé les références, parce que vraiment c'est des références qui datent des années 90 et donc pour le public d'aujourd'hui c'est difficile à assimiler tout ça. Et je pense que même moi à l'époque j'avais du mal à toujours faire un lien avec les références de pop culture ou les personnalités qui étaient citées. Voilà un peu pour les passages qui m'ont fait mourir de rire que je voulais vous citer. Je ferai bien entendu à chaque fin de tome un petit récap, et surtout après toutes ces lectures de manière plus posée je vous donnerai mon avis pour vous dire comment en tant qu'adulte je vois cette œuvre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des choses qui ont été faites, qui passaient dans les années 2000 et je pense qu'il ne passe plus aujourd'hui. Donc là j'ai vraiment la version, la première version, et c'est pour ça que ça m'intéresserait aussi de voir comment la version 2016 a été actualisée, parce qu'il y a certains trucs qui sont limite en termes de slut shaming, etc. Mais je vous en parlerai plus tard. Et sur ce, on commence tout de suite ce challenge. Vous savez quoi, on va faire quelque chose de dramatique et on va lancer ensemble ce chronomètre de 48 heures. Et c'est parti. Ça fait maintenant 50 minutes que je lis et je viens de terminer le premier tome de Journal d'une princesse. Vraiment c'était plein de douceur et de retomber dans cet univers, mais surtout ça m'a fait énormément rire. Vraiment Mia, je crois que c'est un des personnages les plus hilarants quoi que j'ai pu découvrir, parce qu'elle est tellement drôle en termes de punchline. Vraiment elle a vraiment cet humour hyper sarcastique, un peu noir aussi parfois, mais surtout qu'est-ce qu'elle a, elle est naïve et elle a ce côté un peu débile, attachant. Par exemple quand le monde entier apprend que Mia est une princesse, vous imaginez bien que Joss Richter, qui est voilà, le golden boy du lycée, a décidé de larguer Lana, la pop-up girl, pour eh bien, demander à Mia d'être sa cavalière pour le bal. Et elle, au lieu de voir un peu l'arnaque venir et que lui c'est juste l'opportunité d'être populaire et de profiter de la célébrité de Mia, elle a la réaction suivante: je me demande si je ne suis pas morte et au paradis. Mon rêve s'est réalisé. Joss Richter a lu dans mon âme. Il a lu dans mon âme et il a vu qui j'étais vraiment. Il a vu quel être se cachait au fond de moi. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui ont vieilli dans ce roman et qui sont limites, que ça soit à un moment il y a une question un peu du racisme anti-blanc, enfin c'est quand même un peu problématique je trouve. Il y a aussi toute la question du slut shaming, du stéréotype de la blonde hyper narcissique, centrée sur son image, superficielle, etc. Mais ce truc, vraiment le point qui m'a le plus dérangé, c'est une réflexion que fait Michael, et je trouve que vraiment c'est le genre de truc qui favorise la culture du viol, et ça j'ai trouvé ça vraiment problématique, où à un moment il dit Michael a alors dit qu'on n'était que deux idiotes si on pensait que Joss Richter s'intéressait un jour à nous. Joss Richter, a-t-il dit, n'aimait que les filles qui vont jusqu'au bout, comme Lana. Michael m'a demandé si moi aussi j'irais jusqu'au bout avec Joss Richter. Mais voilà pour mon bilan de ce premier tome, et donc sans plus tarder je me lance dans le deuxième tome. J'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure avec Mia, donc c'est parti. Il est midi et demi environ, on est à 1h44 du challenge comme vous pouvez le voir, et j'ai dépassé les 100 pages du tome 2. Là vraiment la problématique de Mia en ce moment, c'est que donc sa mère dans le tome 1 elle sortait avec son prof de maths, c'était la catastrophe. Mais là ça devient un niveau au-dessus puisque sa mère va se marier
avec son prof de maths et ils attendent un bébé, donc c'est la catastrophe pour Mia. À cela s'ajoute que elle a un admirateur secret qui lui envoie des lettres, donc vraiment c'est le chamboule tout dans sa tête. Et après au niveau du mariage aussi c'est un truc hyper loufoque puisque sa mère a décidé de se marier le jour d'Halloween. Et écouter les explications, vraiment ça vaut le détour. On a ensuite passé un moment super agréable à préparer des préparatifs du mariage. Ma mère trouve que Halloween est une date parfaite pour se marier, dans la mesure où c'est toujours un peu effrayant de se marier. Et puisque le mariage aura eu lieu le jour d'Halloween, elle a aussi décidé de se déguiser en King Kong pour aller à la mairie. Elle veut que moi, je me déguise en Empire State Building. Elle essayait de convaincre Mr. G de s'habiller en fée Ray quand le téléphone a sonné. C'était Lily. Enfin bref. Genre quelle famille de fous quoi. Je pense que c'est vraiment toutes ces petites anecdotes qui font que Journal d'une princesse c'est hyper attachant, hyper réconfortant. Et sur ce je vais continuer ma lecture pour ne pas perdre un petit peu plus de temps. Donc on se retrouve quand j'ai terminé le tome 2. Je viens de terminer le tome 2 de Journal d'une princesse et clairement c'était chaotique en termes d'intrigue. Ça part dans tous les sens clairement. Qui a écrit ça? Mec Cabo, elle était déchaînée quand elle a écrit ça. Non mais vraiment, dans le tome 1 où il y avait une intrigue assez linéaire, là ça partait dans tous les sens. Clairement ce tome 2 est un enchaînement de péripéties les plus incongrues les unes que les autres. C'était vraiment un tome what the fuck quoi, entre la mère de Mia qui est enceinte de son prof de maths, qui vont se marier, et à côté de ça c'est la grand-mère. Donc la reine-mère qui organise ça alors qu'elle a je pense des trucs plus importants à faire. Mia qui est un admirateur secret et en même temps sa meilleure amie Lily qui balance une interview d'elle où elle critique sa grand-mère sur internet et aussi elle tombe amoureuse aussi du cousin de Mia qui habite dans une ferme dans l'Indiana et vraiment elle va l'aider à devenir mannequin de sous-vêtements pour hommes. Et je vous ai dit aussi que Donald Trump était invité au mariage de la mère de Mia. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, pour ajouter un peu de paillettes, de piment, eh bien, on a un triangle amoureux qui se prépare. Tout ce que je déteste. Voilà, donc je sens que la lecture de ce tome 3 va être difficile avec la fameuse rivalité Michael-Kenny. Mais bon, je vais surmonter cette épreuve. Au niveau du challenge, j'en suis à 4h30 de lecture et il est 15h12. Donc clairement... on va se bouger un peu et je vais commencer tout de suite. Journal d'une princesse tome 3, princesse amoureuse. On se retrouve 2 heures plus tard, il est 17h et je viens de terminer le tome 3 de Journal d'une princesse et clairement Mia m'a donné mal à la tête et je pense que ce tome là aurait pu être appelé 250 pages de Mia Thermopolis qui ne sait pas parler de ses sentiments. Parce que c'est ce qui se passe dans ce roman. On a Mia qui sort avec Kenny, un garçon adorable qui me fait trop de la peine d'ailleurs, qui l'aime, elle ne l'aime pas du tout. Quand il lui dit je t'aime, elle lui dit ok. Pendant tout le livre, elle cherche un moyen pour rompre avec lui. À côté, elle envoie des sortes de petits poèmes en anonyme à Michael parce qu'elle est persuadée qu'il a une petite amie, etc. Donc elle est affreusement jalouse, mais elle ne veut pas non plus lui dire qu'elle est amoureuse de lui parce qu'elle a peur de se prendre un râteau. Et à côté de ça, on a une série magique de quiproquos qui sont complètement tirés par les cheveux, mais qui sont quand même sympas. Et sinon, à côté de ça, on a vraiment la relation entre Mia et sa grand-mère qui se complexifie, qui devient un petit peu plus saine, stable, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. Et on a une Mia un petit peu plus rebelle qui n'hésite pas à déclencher l'alarme incendie ou à défoncer le portable de sa pire ennemie Lana. C'était pas vraiment un triangle amoureux dans ce roman, c'était plus Mia qui était dans le brouillard total et qui encore une fois n'osait pas révéler ses sentiments et donc ça a créé un total mess et c'est ce qui a fait ce tome 3. Pour l'instant je suis étonnée, j'avance assez vite dans mes lectures. Après il faut savoir que pour l'instant ces tomes là sont assez courts parce qu'ils font un peu moins de 300 pages et je vous avoue je les lis un peu en mode sport entre guillemets. Je lis pas vraiment en mode hyper rapide parce que je lis vraiment toutes les pages, je lis pas en mode croisé, mais je lis de manière un petit peu plus intense on va dire. On va avancer avec le tome 4, oui. Honnêtement, je pense que je suis en bonne voie pour faire 5 livres par jour, mais je suis déjà éreintée
Mia me plombe toute mon énergie avec son questionnement intérieur, etc. Donc j'espère que dans ce tome 5, il y aura un petit peu plus d'aventure et moins de drama dans la tête de Mia, vous voyez. Il est 20 h, on est à peu près à la 9e heure et demie du challenge et je viens de terminer le tome 4 de Journal d'une princesse. J'ai un peu procrastiné sur celui-ci, j'avoue. J'avais besoin de motivation, mais déjà tout ce que je peux vous dire c'est que vous vous souvenez que je viens de vous dire dans le précédent tome que les relations avec sa grand-mère allaient mieux? Et bien là, Mia écrit en gros et en lettres roses qu'elle déteste sa grand-mère. Dans ce tome, on a vraiment la fameuse opposition entre le devoir et le cœur, puisque Mia va faire face à ses nouvelles obligations en tant que princesse. Elle va partir plusieurs semaines en Génovie et après à son retour à New York, elle a encore plein d'obligations. Et en parallèle, eh bien, elle a sa nouvelle relation avec Michael. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que gérer les deux, c'est compliqué, surtout quand on a une grand-mère qui veut te caser avec le prince René. Déjà rien que le nom ça fait bof. Qui est en fait le playboy de Génovie et avec des slips trop serrés. Voilà, avec qui sa grand-mère veut caser Mia. Donc c'est vraiment un tome ciblé sur les débuts des relations amoureuses, etc. On a une Mia 100% in love. Clairement, elle vit dans un rom-com des années 90. Elle va même jusqu'à rencontrer le prince William. Donc ça, j'ai adoré la scène où elle rencontre le prince William. Et finalement, un autre truc qui m'a fait rire et qui, je trouve, est pas assez désuète que ça et qui revient à la mode en ce moment, c'est que Mia est une astro-girl. C'est-à-dire que elle va regarder l'astrologie par rapport à son signe et à celui de Michael et voir les probabilités par rapport à son couple et tout. Il y a toute une page ciblée sur ça. Mais en gros, ça me fait trop rire parce que ça dit un truc du genre courageux et ambitieux, ces deux signes de la terre que sont le taureau et les capricornes semblent faits l'un pour l'autre, blablabla. Bla bla bla. Et à la fin, t'as Mia qui est en mode ah, c'est un signe du destin, genre incroyable, en effet l'un pour l'autre. Donc clairement, voilà, Mia dans ce tome, elle ne voit que des cœurs. J'ai pris un peu de retard, mais je vais m'atteler à la lecture du tome 5 pour remplir le challenge du jour. Je pense clairement que je l'aurai fini avant minuit, mais ce qui m'embête c'est plus pour la suite parce qu'on est sur des romans qui sont un peu plus épais. On va commencer la lecture du tome 5. C'est parti! Il est 10h36, on est à peu près environ à la 24e heure du challenge et à minuit, j'ai terminé le tome 5 de Journal d'une princesse et je viens vous en parler. Vous vous souvenez quand dans le tome 1, Mia dit qu'elle adore dramatiser sa vie? Eh bien, dans le tome 5, on comprend vraiment pourquoi. Durant 300 pages, on a Mia qui rêve d'aller au bal de fin d'année des terminales, sauf qu'elle est qu'en seconde. Donc pour y assister, il faut que son petit ami Michael l'invite. Sauf que c'est le drame parce que Michael ne veut pas aller à ce bal de fin d'études. Et donc pour elle, c'est la fin de sa vie. Clairement, c'est son drame ultime. On a vraiment son côté hyper dramatique. Et après, à côté de ça, faut pas oublier que ça reste quand même une ado de 15 ans. Moi, à 15 ans, je rêvais d'aller au concert des Jonas Brothers et j'étais persuadée que j'allais les rencontrer et me marier avec Joe Jonas. Est-ce que c'est arrivé? Non. Est-ce que ça a été le drame de ma vie? Absolument. Sinon, l'un des trucs qui m'a fait vachement rire et que j'ai retenu dans le livre, c'est que Michael lui écrit une chanson pour son anniversaire. Et les paroles de la chanson, je suis désolée, mais c'est pas du Rimbaud, tu vois. Donc, je voulais vous lire quelques extraits. C'est pas catastrophique, mais c'est juste que dans ma tête, je me suis imaginé la scène avec Michael qui le chante avec sa petite guitare et tout. Et voilà, ça m'a fait rire parce que c'est genre une chanson nulle,
Même si elle fait plaisir à la personne, j'imagine trop le moment de malaise quand il chante ça devant toute la classe quoi. Princesse de mon cœur, dis-moi, veux-tu de moi pour être le prince de ton cœur? Princesse de mon cœur, je t'ai aimé dès le premier jour, et pour moi ton amour est le plus grand des bonheurs. Promets-moi de ne pas m'exécuter à coups de sourires bombardés. Toi, la princesse de mon cœur, je serai ton chevalier, ton garde, ton écuyer, ô princesse de mon cœur. Voilà, clairement je préférais la chanson avec le verre d'eau. Écoutez, voilà pour mes ressentis par rapport au tome 5. J'ai commencé le tome 6 aussi hier, j'ai continué un peu ce matin. Il est midi 20, j'ai terminé le tome 6 de Journal d'une princesse et malheureusement il y a pas mal de choses à en dire et qui sont pas forcément positives. Déjà pour commencer sur un aspect un peu plus positif déluré, on a Mia qui a déclenché un incident diplomatique de ouf à tel point que la Génovie risque de sortir de l'Union Européenne parce que en voulant régler un problème écologique, elle a envoyé des limaces qui sont en train d'envahir toutes les côtes des pays européens. C'était je trouve l'élément un peu what the fuck qui moi m'a fait hyper sourire. Mais vraiment ce tome 6 qui s'appelle Une princesse rebelle et romantique, il aurait pu être renommé Une princesse qui ne sait pas comment dire à son petit ami qu'elle n'est pas prête à coucher avec lui. Déjà la première chose à savoir c'est que Mia et Michael ont 3 ans d'écart. Mia a 15 ans qui est aujourd'hui l'âge légal pour avoir des relations sexuelles consenties en France. Et Michael a 18 ans, il fait dans ce tome-là sa rentrée à l'université, etc. Et donc on voit bien tout au long du roman que Mia est pas du tout prête à avoir une première relation sexuelle avec lui et elle ne sait pas trop comment aborder le sujet. Et quand elle arrive enfin à percer l'abcès, la réaction qu'il a... Michael c'était un personnage que j'aimais beaucoup, surtout dans le tome 4, on voyait vraiment qu'il était très supportif et... aimant, attentionné et tout, mais là dans ce tome 6 il a vraiment un comportement de douchebag et une réaction de gros connard puisque à la fin donc quand Mia lui révèle tout ça, il lui sort un truc du genre ah mais tu sais je pourrais pas attendre indéfiniment. Il lui dit exactement mais autant que tu le saches Mia, je ne vais pas attendre indéfiniment. Et à la fin il dit un truc aussi moi qui m'a un peu gênée, il dit tu es la fille que je veux et un jour tu seras en capitale à moi. Le fait tu vois hyper possessif et tout, moi ça m'a un peu dérangée. Donc voilà, pour ce côté là j'ai trouvé ça hyper problématique. Et la seconde chose dont je voulais vous parler, que j'avais noté sur mon téléphone, c'est vraiment toute cette question de la sexualité dans les romans adolescents. Parce que c'est encore quelque chose qui pendant longtemps a été tabou et qui restait très, comment dire, mystifié, pas très réaliste, etc. Aujourd'hui, il y a certains éditeurs qui essaient vraiment de décomplexifier la question et de parler de sexualité, de désir, de masturbation, etc. Je pense notamment à Thierry Magnier qui a fait une nouvelle collection qui a dû sortir en 2020-2019 autour de ce sujet-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou sur l'écran si je m'en souviens. Mais on voit vraiment dans des œuvres comme Journal d'une princesse qui datent des années 2000, qui sont écrits par des auteurs américains où la question de la sexualité est tout de suite un petit peu plus puritaine, que il y a quelque chose de très conservateur et pas très réaliste. Et le second point qui m'a dérangée, c'est que quand on a Mia qui parle avec ses copines qui ont toute une quinzaine d'années de la question de la première fois, de la sexualité et tout, etc. Il y a toujours l'expression la fleur de ma virginité qui revient. Et c'est vraiment une expression que je trouve problématique parce que pour moi elle participe à ce culte de la virginité et au fait que en fait ça favorise l'idée que le sexe est dégradant chez une femme et que tout de suite à sa question de pureté, etc. Donc moi c'est quelque chose qui me gêne assez. Après je me dis qu'il faut pas oublier que c'est un livre des années 2000. Voilà un peu pour mes impressions sur le tome 6 et sans plus tarder je vais commencer le tome 7 qui est l'un des tomes les plus épais de la saga puisqu'il fait 400 pages et clairement étant donné qu'il est presque 13h je suis un peu en retard sur mon planning, je l'admets, donc on ne va pas traîner. Je viens de terminer le tome 7 de Journal d'une princesse, il est 16h10 et au niveau du challenge on est à l'heure 29 sur 48, donc pour l'instant ça va, on est dans les temps. C'était un des tomes je pense que j'ai mis le plus de temps à lire
mais clairement la star de ce tome 7 c'était pas Mia, c'était pas Lily, c'était pas Michael, mais c'était JP, John, un truc comme ça, JP, Jean-Paul, Jean... En tout cas c'était JP aka le gars qui déteste qu'on mette du maïs dans le chili. Il était déjà présent dans les précédents tomes, mais vraiment en toile de fond sous le nom de ce gars qui déteste qu'on mette du maïs dans le chili. Et dans ce tome là on apprend à le connaître parce qu'il se trouve qu'il est le fils d'un grand investisseur qui veut acheter une île artificielle en forme du pays de Genovia, sauf que la grand-mère de Mia veut aussi acheter cette île artificielle. Donc vraiment il y a un combat entre les deux et la grand-mère de Mia décide pour la Medway d'organiser une grande comédie musicale avec pour rôle principal JP puisqu'il est fan de théâtre et Mia, et ce personnage c'est un gros coup de cœur. Clairement Michael à côté c'est de la gnognotte, vraiment il a ce côté un peu déluré, étrange mais hyper attachant. On voit vraiment qu'il essaye de faire de son mieux et clairement il accepte totalement ce côté solitaire, ce côté de pas rentrer dans les normes, etc. L'une des angoisses de Mia dans ce tome c'est d'assister à la première fête étudiante et vraiment elle l'angoisse pendant 200 pages à l'idée de cette fête qu'organise son petit ami Michael, et vraiment elle va chercher des conseils un peu partout. Elle finit entre guillemets par se ridiculiser en dansant toute seule au milieu de la pièce et le seul qui vient la soutenir c'est JP, mais vraiment pour plein de petites caractéristiques il me fait trop rire. Comme Mia il adore écrire, vraiment j'ai hâte de retrouver ce personnage dans le tome 8. Voilà un peu pour mes impressions pour le tome 7. Je vous avoue que comme je les enchaîne c'est difficile de dire quel a été pour l'instant mon préféré. Je pense que je vous dirai ça à la fin. Mais vraiment le personnage de JP, une grosse pépite, je l'adore. Et sans plus tarder, je vais me lancer à la lecture du tome 8. On continue, on avance, c'est parti. Ah oui aussi, et la dernière chose que je voulais ajouter avant de passer au tome 8, c'est que j'ai remarqué que l'idole de Mia c'est Britney Spears. Donc clairement ça me fait trop rire et j'adore vraiment cette grosse référence aux années 90 parce que quoi de plus 90 dans la pop culture que Britney Spears. Et aussi j'ai remarqué que Mia, ça fait plusieurs tomes qu'elle adore utiliser le verbe autoréaliser. Elle arrête pas de dire je vais m'autoréaliser, je vais m'autoréaliser. Je sais pas du tout ce que ça veut dire à part je vais m'épanouir, je sais pas. Enfin voilà, c'était deux petites anecdotes que je voulais partager avec vous avant de continuer ce vlog lecture. Je viens de terminer le tome 8 de Journal d'une princesse et oh mon dieu, je suis tellement en colère. Genre, ce tome c'était juste un total mess. Ce tome se passe tellement en 4 jours, mais il se passe tellement de trucs et tellement de trucs what the fuck que vous êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts. Enfin, ok, commençons par Mia. Vous savez, Mia, je vous l'ai déjà dit, c'est la reine du drama. Elle dramatise tout, etc. Et là, elle apprend que Michael va partir au Japon pendant minimum 1 an. Donc bien entendu, c'est la fin du monde pour elle. Et pour essayer de le récupérer, elle se dit que elle va essayer entre guillemets de le convaincre en couchant pour la première fois avec lui. Sauf que c'est la catastrophe quand elle apprend que Michael a déjà perdu sa virginité. Mais contrairement au tome 6 qui gérait la sexualité de manière hyper, je trouve, problématique, là c'est un petit peu plus nuancé. On sent quand même que il y a des personnages qui vont argumenter avec Mia. Et il y a aussi une scène avec l'infirmière du lycée qui est, je trouve, importante parce que ça parle de préservatifs, de sexualité, de MST, etc. Sinon, il y a aussi, je trouve, je vous l'ai pas dit, mais dans les romans de Journal d'une princesse, il y a beaucoup de références culturelles, que ce soit en termes de films, de culture pop, en termes de musique, etc. Et il y a des références assez féministes, je trouve, dans ce tome-là. Et il y en a notamment une qui parle de Gloria Steinem, vous savez, ce qui est la manifestante féministe américaine. Mia dit la chose suivante: mais n'est-ce pas ce que Gloria Steinem a fait quand, pour améliorer les conditions de travail des filles qui posaient dans Playboy, elle s'est déguisée en minette super sexy et s'est fait embaucher afin de révéler au public les salaires dérisoires et les journées interminables des Playmates. Et je trouvais l'anecdote vachement intéressante. Moi j'avais jamais entendu parler de ça, je savais pas qu'elle avait fait ça et donc ça m'a donné vraiment envie de me renseigner sur le sujet.
Sinon, l'autre petit truc sympa que je voulais vous partager, c'est Mia qui a un gros coup de mou, un gros coup de down à la fin du livre. Et sa grand-mère, le seul moyen qu'elle trouve pour lui remonter le moral, c'est de lui donner un bonbon. Voilà, je trouvais ça drôle aussi. Mais le truc qui m'a le plus énervé dans ce roman, c'est JP. Vous vous souvenez que j'avais dit dans le tome précédent que j'adorais JP, que pour moi, il méritait de sortir avec Mia, qu'il était 100 fois mieux que Michael? Et ben là, dans ce tome, toutes mes espérances, tous les espoirs que j'avais sur JP, aka le gars qui déteste qu'on mette du maïs dans son chili, se sont envolés. Vraiment, ça a été une grosse déception. Il m'a trop énervée et vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir le même personnage. Maintenant, j'ai vraiment envie de lire la suite. Il me reste plus que 2 tomes. Vraiment, je trouve ça dingue. J'arrive pas à réussir à croire que j'ai réussi déjà à lire 8 tomes en 2 jours. Je suis fière de moi. Ça mérite presque une mini danse de la joie. Il va être 23h, ou il est 23h? Il est 23h pile et je viens enfin de terminer le tome 9 de Journal d'une princesse et c'était intense. Clairement, c'était pas le livre le plus fun de toute la saga, c'était assez triste, mais je pense qu'aussi c'était l'un des plus matures pour l'instant puisqu'on a Mia qui fait face à son premier chagrin d'amour et tout le récit va être en fait comment elle va réussir à supporter ça, à surpasser. Oh, désolée, je crois que mon cerveau il commence à dérailler. Vraiment, j'avais du mal à m'accrocher à celui-ci, surtout que Mia est vraiment brisée, hyper triste. Et clairement, elle va carrément voir un psy, etc. Même si je pense qu'écouter des chansons de Taylor Swift lui aurait permis de faire une thérapie gratuite. Ouais, c'était un livre beaucoup plus intense et beaucoup plus triste sur vraiment la manière dont on se reconstruit après une rupture. Pour être honnête, Mia me faisait assez de la peine dans ce tome-là parce que en plus d'avoir sa rupture avec Michael, elle est vraiment fâchée avec Lily. Enfin, en tout cas, Lily ne veut plus lui adresser la parole. Malgré que Mia soit hyper mal, qu'elle fait une dépression et qu'elle soit obligée d'aller chez un psy, vraiment elle est isolée de tous. Heureusement qu'elle a sa super copine Tina Akimbaba. C'est vrai que je vous ai pas parlé de Tina, mais vraiment Tina c'est l'un de mes personnages préférés, elle me fait tellement rire. Et c'est vraiment la copine Fleur Bleue qui lit des romans d'amour et qui se fait plein de films dans la tête. L'auteur a aussi essayé d'humaniser Lana, vous savez la pire ennemie du début, puisque Mia va devenir amie avec Lana. Le truc un peu inattendu. On a aussi JP, je ne sais toujours pas quoi penser de lui, vraiment je l'adorais dans le tome 7. Dans le tome 8 je le détestais et dans ce tome là je sais pas trop quoi en penser. C'est vraiment le mec hyper gaga qui est fou de Mia et tout le monde le sait, le voit, sauf Mia. Je vous avoue que là le tome 9 ça m'a un peu déprimée, surtout que là j'ai encore le tome 10 qui m'attend. Il est 23h, j'ai 400 pages à lire. Bon après l'avantage c'est que j'ai jusqu'à demain 10h30 pour terminer le challenge, vu que comme je vous l'ai dit on est encore dans les temps au niveau des lectures. Mais j'avais pas prévu en fait de continuer à lire demain matin, sachant que je dois déjà vous faire un petit récap. Mais on verra, je vais essayer d'avancer un maximum ce soir. Donc sans plus tarder, je vais me débarbouiller et commencer la lecture du tome 10. Mais en tout cas j'arrive pas à croire que j'ai lu tout ça en 2 jours. Waouh, je suis fière de moi. J'espère que vous serez là à la fin quand je ferai ma danse de la joie, parce que je la mérite là. J'ai mon cerveau qui est en pleine déconnexion quoi. Il est 10h14 et à une demi-heure, un peu moins, de la fin du challenge des 48 heures. J'ai terminé le tome 10 de Journal d'une princesse. J'ai trop hâte de vous en parler tout à l'heure, mais en tout cas, je pensais pas
réussir à le terminer celui-là parce qu'il est hyper long. Mais je suis trop contente de l'avoir fini et en même temps je suis trop triste de quitter les personnages de ce roman. Écoutez, me voilà de retour, le challenge est terminé, c'est un challenge réussi. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à lire les 10 tomes en 48 heures, c'est ouf. Même si j'ai un peu triché pour le tome 1 j'avoue, mais on rentre à peu près dans les 48 heures, je suis trop contente. Trop triste aussi de quitter cette saga parce que je m'étais vraiment attachée tout au personnage. Et puis même si Mia c'est un mess total, je pense qu'on a tous un côté de Mia en nous, le fait de dramatiser notre vie et de faire des erreurs. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans Journal d'une princesse, c'est que vraiment on voit une héroïne qui fait des mauvais choix, qui se trompe, etc. Dans le tome 10, on trouve une Mia Thermopolis beaucoup plus mature puisque elle va avoir 18 ans. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi hier, c'est que le tome 9 se termine avec une énorme révélation par rapport à Genovia qu'elle a découverte et qui va complètement chambouler les choses. Donc vraiment, elle a mis les pieds dans le plat et elle a vraiment voulu défendre ses idées. Et donc là, elle va devoir faire des choix dans ce tome-là, notamment elle ne sait pas non plus à quelle université elle va aller. Et surtout, ce tome marque le retour de Michael. Ce tome ravira les fans de Triangle amoureux, même s'il n'est pas hyper prononcé parce que dès le départ on sait un peu comment les choses vont se terminer sans vous spoiler. Non vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce dernier tome qui mêlait à la fois les réflexions de Mia sur son avenir, son envie d'être écrivain etc. puisqu'elle a écrit un roman d'amour, elle essaye de se faire publier et c'est assez réaliste en soi puisqu'on voit toutes les lettres de refus vu qu'elle a publié sous un nom de plume. Et à côté de ça il y a toute sa relation amoureuse où elle se demande vraiment qui elle va choisir entre JP et Michael. J'avoue que je suis un peu dégoûtée du traitement du personnage de JP parce que vraiment entre le JP qu'on découvre dans le tome 7 et le JP qu'on découvre, avec lequel on se quitte dans le tome 10, c'est vraiment pas la même personne. Mais surtout ce que j'ai adoré vivre tout au long de ces 10 tomes, c'est l'évolution du personnage de Mia, les leçons qu'elle a pu en tirer. On voit vraiment qu'elle grandit, elle gagne en maturité, elle ose aussi parler, comment dire, être vulnérable par rapport à ses amis, ou aussi il y a toute une question qui était très centrée sur le tome 9 et 10 sur la santé mentale parce qu'elle va chez un psychologue et c'est très, comment dire, dédramatisé. Et je pense que pour un livre qui est sorti un peu avant 2010, c'était le genre de représentation dans lequel il n'y avait pas souvent d'héroïnes qui osaient demander de l'aide et aller chez un psy. Même si son psy est très particulier, il y a quand même cette démarche là. En conclusion, qu'est-ce qui se passe quand on a relu l'une des sagas qui nous a marqué pendant notre enfance, et pour cause moi notamment c'est Journal d'une princesse? Eh bien déjà ça nous met dans un bon mood. C'est vraiment je pense un remède quand on va pas bien ou que tout simplement on a envie d'un peu de douceur. Vraiment, il y a vraiment cet effet réconfortant de replonger dans une saga qu'on connaît, qu'on a apprécié jeune, même si j'avais quand même cette peur d'être déçue. Et c'est vrai que vu qu'on grandit, on a un regard neuf sur les œuvres qu'on a découvertes beaucoup plus jeunes. Il y a vraiment des choses que j'ai trouvées beaucoup plus problématiques, que je vous ai quand même détaillées tout au long de ce vlog lecture, que ça soit notamment dans le tome 6, dans le traitement de la sexualité, mais qui a été ensuite je pense un peu plus nuancé au cours des derniers tomes. Voilà, même s'il y a des choses qui ont dérangé, même si c'est beaucoup plus cliché, dramatisé, avec des péripéties parfois hyper incongrues qui manquent de réalisme, j'ai quand même passé un bon moment et je suis contente d'avoir fait ce challenge et surtout de l'avoir réussi pendant 48 heures, c'est assez dingue. C'est vraiment une série qui montre toutes ces facettes de l'apprentissage et de la manière dont on se construit quand on est ado et jeune adulte, tous les éléments qu'on doit faire face et aussi les premières responsabilités, les premières décisions importantes de notre vie, etc. Et on suit Mia faire face à ça et en parallèle nous aussi on a fait face à ça, donc vraiment on peut se retrouver dans le personnage. Il y a toujours ce côté hyper drôle, vraiment, même si tout au long du vlog je critiquais Mia, je la traitais de débile et que c'était un total mess. Enfin, on est tous un peu comme ça dans notre vie, on fait des choix débiles, etc. Et Mia elle m'a fait beaucoup rire et je pense qu'elle nous permet aussi de relativiser un peu tous ces dramas et tout ce qui nous paraît être la fin du monde quand on est ado ou jeune adulte ou même encore aujourd'hui, un peu de dédramatiser tout ça. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié durant cette lecture et qui a pu m'apprendre Journal d'une princesse.
Désolée, la caméra a choisi ce moment pour se couper, mais comme je vous le disais, pour moi vraiment l'essence de Journal d'une princesse, c'est vraiment accepter qui on est et être fier surtout de qui on est. Et rien que pour ça, je remercie Mia pour tous ces moments de rire et je comprends pourquoi elle avait une place si grande dans mon cœur quand j'étais enfant, parce que clairement elle a ce côté hyper maladroit et attachant à la fois. Et rien que pour ça, je l'adore. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était vraiment un challenge que j'étais pas du tout sûre de relever. Finalement ça a été le cas, donc je suis hyper contente de moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse en vous disant que de nouveaux vlogs lecture avec une thématique différente vont arriver très bientôt sur la chaîne. Soyez patients, à bientôt, bye bye. A princess? Shut